Hello les amis, nous sommes le samedi 17 octobre 2020 et pendant que ceux qui savent tout mais qui n'ont aucune preuve disent que nous sommes des faux sachants, extrémistes de droite, nazis, les insultes parce qu'ils n'ont aucun argument, les études continuent. Donc je vous avais déjà montré dans une émission une étude qui montrait que en Suède, des chanteurs dont deux étaient positifs avec des CT à 20 23, donc hautement positif, hein, parce que vous savez que dès qu'on dépasse les 135 cycles, même une papaye peut être positive, comme l'avait montré le président tanzanien à l'époque. Et ben, ces chanteurs-là, on avait pompé l'air et on n'avait trouvé aucune trace du Covid en aérosol. Donc là, il y a encore une étude encore énorme qui a été faite, que je vous mets dans les liens, comme à mon habitude. Elle fait 53 pages. Elle a été faite commandée par des avionneurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des études avec des traceurs d'aérosols fluorescents de 1 à 3 micromètres, capteurs optiques couplés à traceurs ADN pour mesurer le dépôt d'aérosols. 8 jours d'essais portant sur des essais en vol et au sol sur des Boeing 777 et 767. Plus de 300 tests ont été effectués en libérant 180 millions de particules de traceurs fluorescents de la source d'aérosols. Aérosols de virus simulés donc, et 40 capteurs d'analyseurs biologiques et de collecteurs instantanés placés dans les zones respiratoires des passagers pour la mesure en temps réel de la pénétration simulée des particules virales. 11 500 mesures de sièges de zones respiratoires ont été prises avec des rejets dans 46 sièges de cellules. Le résultat, réduction de 99,7% de l'aérosol des virus simulés de 1 micromètre de la source vers les passagers assis directement à côté de la source. Réduction moyenne de 99,99% mesurée pour les plus de 40 zones respiratoires dans chaque section. Contamination des surfaces provenant de sources minimes. Conclusion. Risque extrêmement improbable d'exposition aux aérosols pour un vol de 12 heures. Encore une étude scientifique qui montre que le virus ne circule pas en aérosol. Alors attention, quelqu'un qui est positif, qui a le virus, qui postillonne, évidemment ce postillon, il y a de la charge virale dedans, bien évidemment. Donc si ce postillon vous le recevez dans l'œil, vous le recevez dans la bouche, oui, il y a un risque de contamination. Mais le risque en aérosol, comme ça, mis à part ce cas exceptionnel, n'existe pas. Et donc on va aller voir, encore une fois, je vous avais déjà parlé aussi de la fantastique société, l'unité comète de Marseille, dans mon émission L'excellence marseillaise. Et donc là, c'est Jean-Michel Wendling qui a été les rencontrer, qui a fait un entretien avec le directeur de projet Comète, Alexandre Lacoste, qui ont fait plus de 8000 prélèvements de surface d'air ou d'effluents. Je vous mets évidemment tout l'article pour le lire tranquillement chez vous à la maison. Ces prélèvements quotidiens permettent de tracer des courbes et sont prédictifs avec environ, tenez-vous bien, 6 jours d'avance de la reprise, augmentation des taux de l'ARN viral et de l'amélioration, réduction du taux de l'ARN viral, de la situation épidémique avec une bonne corrélation des cas hospitalisés. C'est un vrai thermomètre qui permet de voir tôt si le malade, Marseille, donc la ville, mais ça peut être fait partout ailleurs, à Toulouse, à Paris, où vous voulez. Donc Jean-Michel leur pose la question, ces analyses permettent-elles d'être plus précis sur des quartiers ou même des établissements? Là, ils répondent que nous avons ainsi constaté que lors du départ des touristes de la ville fin août, les taux ont significativement chuté, que certains quartiers sont plus excréteurs que d'autres. Et donc en fait, ils avaient prévu à l'avance, quand les touristes sont arrivés, qu'il va y aller avoir une reprise de la contamination, et que quand les touristes sont partis, qu'il allait avoir une baisse. Et c'est à ce moment-là que Olivier Véran, sans aller les voir, a décidé de fermer les bars et les pubs de Marseille. Ils assurent également le suivi de 80 EHPAD à une fréquence d'un prélèvement par semaine. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Qu'ils savent où prélever sur les robinets, les éviers, les lunettes de toilette, les tables où mangent les résidents. Ces prélèvements surfaciques sont analysés dans la foulée. Ils nous ont ainsi permis d'identifier récemment la source unique, confirmée par le biais de tests RT-PCR, sur les résidents, en l'occurrence un seul résident sur 70 qui a été isolé des autres. Nous avons sans doute évité une catastrophe sanitaire dans cet établissement et protégé les 69 autres résidents et le personnel. Une belle réussite. Bravo. Bon, la seule question que je pose quand j'entends toujours tous ces politiques, Macron, Véran, il faut protéger
Nos anciens, pourquoi ils font pas ça partout? Parce que là, la comète, ils viennent pas de le faire maintenant, ils le font depuis le mois d'avril. C'est l'excellence de cette unité qui est fantastique et qui sait faire les choses et qui ne désire que l'apprendre à d'autres. Donc Jean-Michel demande si des surfaces sont-elles particulièrement touchées. Et donc ils disent qu'ils savent l'importance des plastiques et de l'inox. On trouve le virus sur les touches marche-arrêt des ordinateurs, les souris de PC, les touches des ascenseurs, les barres de maintien des bus de la ville, les mains courantes. Tout cela nous fait dire que la transmission par manuportage est la priorité absolue en termes de prévention. Le lavage des mains doit être répété, surtout en sortant des toilettes avec un process de lavage-séchage bien intégré, en ouvrant et fermant le robinet après avoir mis du savon sur les mains, en ouvrant la porte des toilettes pour sortir avec le papier. Sinon, c'est la recontamination immédiate des mains. Le fait d'avoir avec soi un petit contenant de gel hydroalcoolique nous paraît encore plus important que le masque en environnement extérieur. Alors évidemment, Jean-Michel en profite pour poser la question, avez-vous retrouvé du SARS-CoV-2 dans l'air? Autrement dit, la transmission aérosol est-elle source de risque significatif selon vous? La situation, si elle a pu être confirmée dans certains travaux scientifiques, est exceptionnelle et la charge virale dans l'air ne semble selon nous pas suffisante pour être infectante, sauf cas particulier en chambre de malades qui toussent chez lesquels on fait de l'aérosolthérapie. Les prélèvements surfaciques, par exemple, sur des filtres de CTA, centrale de traitement de l'air extrait des bâtiments, sont tous négatifs sur les ERP ou bâtiments sur lesquels nous avons investigué, ce qui est plutôt extrêmement rassurant. Donc là, c'est quand même extraordinaire. Ces gens-là qui sont capables de trouver ce virus partout sur des surfaces, sur des toilettes, les distributeurs de boissons, n'en trouvent pas dans les centrales, dans là où on traite l'air. Vous vous rendez compte? Dans les filtres où on traite l'air. Et donc, ils disent à la fin, il suffit d'une volonté politique et le transfert de compétences se mettra en place. Nous sommes prêts. Donc la question qui se pose, pourquoi? Alors maintenant, si on fait le parallèle, parce que vous avez vu hier, je vous avais montré que malgré qu'on fait le couvre-feu de 21h à 6h du matin, les clusters sont en entreprise, principalement, dans les transports publics. Donc partout, on porte des masques. Et pourquoi? Parce que en entreprise, les types, ils se baladent avec un masque. Oui, d'accord, mais la machine à café, on la désinfecte. La porte des toilettes, on la désinfecte. La lunette des toilettes, on la désinfecte. Là, on va se laver les mains, on le désinfecte. Quand on s'échange des papiers, on désinfecte. Et au collège. Les pauvres collégiens sont obligés de porter un masque. On a vu maintenant, ça fait plusieurs fois, que ça ne servait strictement à rien. Par contre, là, il va y avoir la saison des rhumes. Donc, vous ne pouvez pas empêcher quand même les gosses de se moucher. Donc, on enlève le masque, on se mouche. Si on a le Covid, on va s'infecter les mains. Ensuite, il touche la table, bien évidemment. Pendant 1 heure de cours, il touche la table. Ensuite, on change de salle. Et un autre élève vient. Bon, certes, il a son masque, lui, mais il va toucher la même table. Et cette table va être touchée par 6, 7 élèves différents dans la même journée, multiplié par le nombre de tables, multiplié par le nombre d'élèves. Et puis les poignées de porte, les toilettes chez les enfants, les casiers, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez que plus on fait des études, sans dire je sais, pourquoi le virus se transfère en aérosol? Fauci l'a dit. Ah bon? Et Fauci, il a fait des études. Les études, c'est nous qui les avons. Et toutes les études mènent maintenant à une transmission à 99,999% manuportée par les mains. Donc, libérer les gens de ces masques stupides, libérer l'économie française de ce couvre-feu complètement stupide. Je voulais encore vous parler de ça. France, 17 octobre, absolument plus aucun cas de grippe de tout type détecté dans l'hémisphère nord depuis le 22 mars selon l'OMS. Encore un excellent tweet de Bio que je vous recommande de vous abonner. Donc regardez ça, cette courbe fantastique, jamais vue dans toute l'histoire de l'épidémiologie. Ça s'est arrêté subitement. Comme ça, la grippe a disparu dans le monde, dans toute l'Europe, dans le monde entier, à partir du, vous voyez, 16, 17, jusqu'au 24 mars. Vous y croyez, vous? Comment ont été les autres années les courbes? Toujours pareil, Vous ne croyez pas que la grippe a disparu? Regardez même en 2010, il y avait énormément de grippe en semaine 36, 37, 38.
Aujourd'hui, on dit « Ah, recrudescence du Covid ». Il y a toujours eu des recrudescences. Hein. Professeur Raoul explique depuis très longtemps qu'à Marseille, il y avait des recrudescences quand les gens revenaient de vacances d'autres pays. Donc, l'année dernière, vous voyez qu'il y avait encore beaucoup de cas de grippe. En 2017, je ne vous en parle pas, là où la grippe a fait quasiment autant de morts que le Covid maintenant. Donc voilà les courbes. Si vous y croyez à cette courbe extraordinaire du mois de l'année 2020, je ne peux plus rien faire pour vous. Hein. Mis à part vous faire quand même un petit peu réfléchir sur ça. La pandémie précipite entre 88 et 115 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. Et à droite, la fortune des milliardaires touche de nouveaux sommets durant la pandémie. On va rajouter un petit L, ça sera un petit peu plus juste. Et donc, voilà. Et si on doit chercher des sous, je vous rappelle l'excellent livre de Charles Prats. On va terminer avec lui et avec la formidable comédienne Le Bajon, que j'adore. Ça va vous faire réfléchir pour certains. Bye bye, bise. Je suis Charles Prats, magistrat. J'ai écrit Le Cartel des fraudes pour vous expliquer à vous, Français, le scandale de la fraude aux prestations sociales. 50 milliards d'euros de fraude tous les ans qui vous sont volés à vous, Français. 5 millions de fantômes qui pillent les caisses des organismes de protection sociale. Comment Abou Alok, un des fondateurs belges de Daesh, est venu s'inscrire frauduleusement à la Sécu en France. Tous ces cartels des fraudes nous coûtent des dizaines de milliards d'euros par an. L'argent, il faut aller le reprendre dans la poche de ces voleurs-là plutôt que dans celle de nos contribuables. Vous allez découvrir des documents exclusifs, des aveux hallucinants de la part de hauts fonctionnaires. Quelque chose qui va vous ébranler. En luttant contre la fraude aux prestations sociales, il existe des solutions pour que la France s'en sorte. Je suis désolée, je ne veux pas être responsable de ça. Je ne veux pas empoisonner les gens qui me font manger. Je ne veux plus trahir les gens qui ont voté pour moi pour que je défende leurs valeurs. Notre métier n'a plus de sens. On vous fait payer des taxes écologiques, mais nous, on autorise la déforestation de l'Amazonie pour que des grosses sociétés puissent fabriquer leur huile de palme. On continue à entretenir des laboratoires pharmaceutiques qui ne vous soigneront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant malade. On renfloue des banques qui ne vous enrichiront jamais, car vous leur rapportez bien plus en étant à découvert. On vous fait peur en parlant d'insécurité, mais comment voulez-vous que la police fasse respecter la loi quand ceux qui la dirigent ne la respectent pas ? Sur tous les murs de ce bâtiment, il est écrit liberté, égalité, fraternité. Effacez-moi ça. Quelle liberté nous reste-t-il maintenant que des grosses fortunes dirigent nos médias qui vous disent quoi faire, quoi acheter, quoi penser ? Et si vous avez le malheur de penser autrement, on vous traitera d'utopistes, de gauchistes, de conspirationnistes. La liberté de penser est juste ce qui nous différencie des animaux. C'est pour ça qu'on vous la supprime, pour vous transformer en moutons. Quelle égalité nous reste-t-il quand nous, représentants de la France, nous gagnons plus de 5 000 € par mois, pendant que plus de 6 millions de ceux qu'on représente vivent avec moins de 900 ? Quelle fraternité nous reste-t-il quand on tire des missiles qui valent des millions à l'autre bout du monde pour tuer des gens qu'on ne connaît pas ? Alors qu'on retire les moyens de soigner des infirmières qu'on muselle dès qu'elles osent manifester. La devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité. La seule devise qui nous reste en France, c'est l'euro. Mais vous valez mieux que ça. Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Vous m'entendez ? Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Elle a raison. C'est Hernandez qui va centrer ce ballon, second poteau, la tête de Pavard. De Fekir, le centre de Mbappé.